Si je vous fais cet enregistrement, c'est que je pense que mon expérience pourra aider certains. Même si je dois l'avouer, mon histoire n'est pas commune. Et je doute que les événements que je vais vous raconter soient très courants. Je suppose aussi que très peu de gens prendront cette histoire au sérieux. Mais au moins, j'aurai la conscience tranquille. Et je pourrai me regarder dans une glace, sans regretter de ne pas avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour sauver des innocents. J'imagine que pour que les choses soient claires, je devrais tout vous raconter depuis le début. Depuis le moment où j'ai fait connaissance avec Emiko. La première fois que je l'ai rencontré, c'était devant le pas de ma porte. Quelques jours plus tôt, j'avais posté une petite annonce sur Craigslist pour trouver une colocataire. Je n'aimais pas particulièrement partager mon espace de vie, mais on ne va pas se mentir. Quand on est étudiante et qu'on ne vient pas d'une famille qui peut nous aider à assumer les frais de la vie quotidienne, tous les moyens de se faire et d'économiser de l'argent sont les bienvenus. Et en plus, l'appartement que j'avais trouvé et que je partageais avant ça avec mon petit ami était spacieux. Il était situé au beau milieu de Paris, proche des transports et de beaucoup de commerces. Peu de temps après avoir posté l'annonce, j'avais reçu des tonnes de messages. Tellement que ma boîte email en était presque saturée. Pour être honnête, je ne comptais bien sûr pas tous les ouvrir, car ça m'aurait pris des heures, voire des jours si je devais étudier les candidatures de tout le monde. Alors au début, j'ai décidé d'adopter la règle du premier arrivé, premier servi. Mais malheureusement pour moi, cette technique ne faisait pas vraiment ses preuves. Je ne sais pas si c'était la précipitation devant l'offre alléchante que je faisais, ou juste un manque d'effort, mais la plupart des emails se résumaient en deux simples. « Bonjour, je viens de voir votre annonce sur Craigslist et je suis intéressée. À bientôt ?» Aucun ne sortait du lot. J'ai rapidement été agacée par la déception que j'éprouvais à chaque nouvel email, qui ressemblait presque mot pour mot aux autres. Je me suis donc levée pour aller chercher une boisson et des gâteaux pour me rafraîchir et me donner le courage de continuer la tâche ennuyante que j'étais en train de faire. Et en me rasseyant devant mon PC portable, prête à essayer de trouver ma perle rare, j'ai remarqué qu'un email venait tout juste d'arriver. En le voyant, j'ai immédiatement été intriguée. Premièrement, par l'adresse que je n'avais jamais encore vue. emiko.shibata@asainet.jp. L'adresse n'était visiblement pas française. Mais en plus, le nom de la personne m'a directement fait savoir qu'il s'agissait d'une femme japonaise. Et il ne m'en a pas fallu plus pour me donner envie d'ouvrir l'email. Vous voyez, depuis petite, j'ai toujours adoré le Japon. L'histoire, la culture et la gastronomie japonaise avaient toujours été très intéressantes pour moi. J'avais même appris quelques mots de japonais l'année d'avant, car je souhaitais aller visiter le pays que j'adorais tant, sans pour autant y avoir mis une seule fois les pieds. J'ai donc cliqué sur l'email, un petit sourire aux lèvres, en croisant les doigts pour découvrir ce qui m'attendait dedans. Et pour le coup, je n'ai vraiment pas été déçue. Le mail que j'avais devant les yeux était long et espacé. Et dedans, Emiko avait pris soin de m'en dire plus sur elle, sur la raison pour laquelle elle était en France, et surtout, pourquoi elle serait la candidate parfaite pour devenir ma colocataire. J'avais donc appris qu'elle était plus âgée que moi. Elle avait 26 ans, et elle venait d'arriver à Paris pour poursuivre ses études universitaires. Elle avait choisi d'étudier l'art, et pour elle, rien ne représentait plus cela que la France. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle avait autant l'air d'idéaliser notre pays que moi j'idéalisais le sien. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle avait mis des photos d'elle, qu'elle avait prises pendant des séjours dans différentes régions du Japon. En la voyant, j'étais vraiment impressionnée par sa beauté. Elle semblait assez grande, ses yeux et son sourire étaient très beaux, et elle avait l'air vraiment gentille. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'était ses cheveux. Je les trouvais magnifiques. Ils étaient noirs et épais, et ils lui descendaient jusqu'en bas des fesses. Sur une des photos qu'elle avait envoyées, elle se trouvait au beau milieu d'une forêt, et la couleur des arbres et des feuilles en suspension autour d'elle montrait clairement que c'était l'automne. Ses cheveux, eux, avaient l'air de voler au gré du vent de façon si gracieuse qu'ils semblaient presque avoir leur propre volonté. J'étais vraiment conquise par sa candidature, et je n'avais qu'une seule hâte, c'était de pouvoir en découvrir encore plus sur elle, et qui sait, devenir amies, et pouvoir partager nos connaissances sur nos pays respectifs. Je lui ai donc renvoyé un email en lui proposant un rendez-vous pour qu'elle puisse venir visiter mon appartement. Et à mon grand bonheur, elle a directement accepté. En ouvrant ma porte le jour du rendez-vous, j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'elle avait l'air encore plus gentille que sur les photos, et plus belle aussi. Je l'ai accueillie avec un grand sourire, et nous avons directement commencé à parler. On aurait dit que ce n'était pas la première fois qu'on se voyait. Elle parlait presque parfaitement le français, et son léger accent
ne faisait qu'ajouter à son charme. Ensuite, je lui ai fait faire la visite de l'appartement et elle a adoré. Et c'est comme ça qu'Emiko et moi, nous sommes devenus colocataires. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'on habite dans le même appartement. Et comme je l'avais soupçonné, notre amitié n'a fait que grandir pendant ce laps de temps. Emiko était vraiment facile à vivre. Elle faisait sa part des tâches ménagères, elle était discrète, et en plus, ça ne la dérangeait pas du tout de passer des heures à me parler de l'endroit d'où elle venait. Une petite ville japonaise de la région de Nagano. Mais ce que j'adorais le plus, c'était les petits plats qu'elle nous préparait chaque jour. Elle adorait cuisiner, mais bizarrement, elle mangeait très peu. Je la taquinais souvent en lui disant que son appétit était aussi petit que sa bouche. Loin d'être sans humour, elle rigolait de bon cœur et me répondait toujours que si on suivait ma logique, ma grande bouche était sûrement la raison de mon appétit démesuré. En vous disant tout cela, vous devez sûrement vous demander comment tous ces événements ont un quelconque rapport avec ce que je vous ai dit au début. Eh bien, une fois que vous aurez entendu la suite de mon histoire, toutes les pièces du puzzle se mettront en place dans votre tête. Car malgré toutes ses qualités, Emiko avait une particularité qui m'intriguait. Elle n'arrivait pas à garder une relation amoureuse stable. Et environ toutes les 2 semaines, je la voyais ramener à la maison un homme différent. Ce qui était encore plus intriguant, c'est qu'elle avait toujours l'air de se sentir bien avec eux. Et eux semblaient complètement fous amoureux d'elle. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi subitement, je ne les voyais plus revenir chez nous. Au début, je demandais directement à Emiko de leurs nouvelles. Mais elle me répondait toujours la même chose. Que ça n'avait simplement pas fonctionné entre eux. J'ai fini par arrêter de lui poser des questions, pour ne pas la rendre mal à l'aise. Très peu de temps après, j'ai découvert la raison exacte pour laquelle ses copains ne faisaient jamais long feu. Tout s'est déroulé pendant les vacances de Noël. Comme à mon habitude, j'avais décidé de partir en Alsace pour fêter les fêtes avec ma famille. J'ai donc prévenu Emiko que j'allais m'absenter pendant une dizaine de jours. Elle m'a semblé triste de me voir partir, mais elle m'a dit en rigolant qu'au moins, elle allait pouvoir avoir l'appartement juste pour elle et que ça lui permettrait de pouvoir mettre de la musique classique à fond dans toute la maison pendant qu'elle peindrait ses toiles en petites culottes. Je suis partie et j'ai passé un bon moment avec ma famille. Mais pendant tout le séjour, je me suis sentie un peu coupable de laisser Emiko seule pour les fêtes, alors qu'elle n'avait que moi comme amie. Alors, j'ai décidé de lui faire une surprise. Et je suis rentrée à la maison l'après-midi du 31 décembre, juste à temps pour le réveillon. Lorsque j'ai passé la porte, j'ai crié son nom. Mais elle n'était pas là. Elle était sûrement allée faire quelques courses pour se faire un bon repas pour le réveillon. En entrant dans le salon, j'ai vu qu'Emiko avait tenu sa promesse, car elle avait placé ses nouvelles toiles un peu partout dans le salon. Elles étaient magnifiques. J'ai souri en les regardant, puis je suis allée déposer mes affaires dans ma chambre. Et alors que j'avais presque fini de tout déballer, j'ai entendu le bruit de l'ascenseur qui s'arrêtait au niveau de notre palier. Sans réfléchir, l'idée de faire peur à Emiko m'a traversé l'esprit, et je me suis précipitée directement dans sa chambre avant de me cacher sous son lit pour un effet de surprise maximal. Je l'ai entendu déverrouiller la porte, l'ouvrir et rentrer puis refermer la porte derrière elle. Je savais qu'elle avait ensuite l'habitude de poser son manteau dans sa chambre, et que ça allait être le moment parfait pour moi de sortir de ma cachette. Mais alors que je m'apprêtais à bondir dans dessous le lit, dans le miroir à pied qui se trouvait juste à côté du lit et qui donnait sur la porte, j'ai vu Emiko rentrer dans sa chambre, mais accompagnée d'un garçon, avant de se mettre à l'embrasser fougueusement. C'était Eric, le garçon avec qui Emiko s'était mise à sortir juste avant que je ne parte voir ma famille. En voyant ça, je me suis directement figée. Je ne savais plus quoi faire. Je m'imaginais mal sortir d'en dessous du lit à ce moment précis, car j'avais peur qu'il me prenne pour une folle. Mais je me voyais encore moins bien rester cachée alors qu'il ne faisait je ne sais quoi, car là, il m'aurait pris pour une perverse. Alors que des milliers de scénarios se battaient dans mon esprit, j'ai continué à jeter des petits coups d'œil dans le miroir pour voir s'il y avait une chance pour moi de sortir de la chambre discrètement, sans qu'il ne me voie. Malheureusement pour moi, il n'y en avait pas. Il fallait que je prenne mon courage à 2 mains et que j'assume ma tentative puérile de faire peur à Emiko, même si ça voulait dire avoir honte devant elle et son copain. En essayant de rassembler le courage nécessaire pour me sortir de là, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le miroir et j'ai remarqué quelque chose que je n'ai pas directement compris. Emiko et Eric étaient toujours en train de s'embrasser. Son copain avait les mains posées sur ses hanches alors qu'elle avait ses bras autour de son cou. Elle était dos au miroir. Mais bizarrement, les cheveux d'Emiko bougeaient de façon étrange, comme si quelqu'un était en train de passer les mains dedans pour les coiffer. Plus qu'intriguée, je ne comprenais pas comment c'était possible, vu qu'ils avaient tous les 2 les mains occupées. J'ai continué à regarder dans le miroir en plissant les yeux,
et j'ai failli pousser un cri d'horreur en découvrant ce qui se passait avec ses cheveux. Ils étaient bel et bien en train de bouger tout seuls, et alors qu'ils continuaient à se séparer en deux, de chaque côté de ses épaules, ils ont laissé apparaître une bouche, au niveau de son cuir chevelu. Une énorme bouche, remplie de dents pointues et acérées. Et à l'intérieur, il y avait une langue longue et fine. Pétrifiée par ce que j'étais en train de voir, je n'ai pas non plus bougé quand ses cheveux se sont enroulés autour du cou du copain d'Emiko, mais aussi de ses bras, avant de se resserrer. Le pauvre garçon n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, alors que les cheveux d'Emiko continuaient à l'étrangler de plus en plus, et à le retenir. Vu que lui faisait face au miroir, j'ai pu voir son expression choquée, et la vie s'échappait de ses yeux. J'ai mis ma main sur ma bouche pour ne pas risquer de me faire remarquer à cause de mes sanglots, mais de toutes les façons, ce que j'ai vu ensuite m'a tellement horrifiée que je ne sais même pas si j'aurais été capable de faire le moindre son. Les cheveux d'Emiko ont alors soulevé le corps d'Eric, et la bouche qu'elle avait derrière la tête s'est ouverte en tellement grand qu'on aurait dit que quelqu'un venait de donner un énorme coup de hache à Emiko, lui fendant le crâne en deux. Les cheveux ont ensuite déposé lentement la tête, puis les épaules d'Eric dans la bouche, et ainsi de suite, jusqu'à ce que son cadavre ne disparaisse entièrement. Après ça, la bouche s'est soudainement refermée, et les cheveux d'Emiko se sont remis en place, ne laissant aucun soupçon de l'horreur qu'ils cachaient. Je suis restée immobile, choquée, mais aussi terrifiée de subir le même sort si j'étais découverte. J'ai ensuite vu Emiko se retourner les larmes aux yeux, avant de sortir de la chambre et de refermer la porte derrière elle. Par précaution, je suis restée cachée sous le lit en espérant du plus profond de mon cœur qu'elle ne rentre pas dans ma chambre et qu'elle ne découvre pas que j'étais revenue de mon voyage. J'ai attendu pendant des minutes qui m'ont semblé des heures, le cœur battant, et les images horribles de la mort d'Eric se répétant en boucle dans ma tête. Après un long moment, j'ai eu le soulagement d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Emiko n'était plus dans l'appartement. Je suis sortie à toute vitesse de sa chambre et j'ai couru dans la salle de bain pour me passer un peu d'eau sur le visage. Je savais qu'elle pouvait rentrer à tout moment et que j'allais devoir faire comme si de rien n'était. Après avoir repris mes esprits, je suis donc retournée dans le salon et j'ai attendu son retour, comme si tout allait bien, même si je n'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir et de ne jamais revenir. Quand elle est rentrée quelques instants après, elle avait l'air vraiment heureuse de me revoir et elle m'a demandé plusieurs fois à quelle heure j'étais revenue. Bien sûr, j'ai menti et je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à tenir jusqu'à minuit avant de prétexter être fatiguée et partir dans ma chambre. J'ai passé la nuit à chercher sur internet si quelqu'un avait déjà eu la même expérience que moi. Et je crois savoir ce qu'est Emiko. D'après les nombreuses recherches que j'ai faites, Emiko serait une Futakuchi Onna. Sur un des sites, il y avait une description parfaite de ce que c'était. Il y avait écrit « Une Futakuchi Onna est un yokai, une créature provenant du folklore japonais. Elle se présente sous la forme d'une jeune femme jolie, à l'allure relativement banale. À un détail près, celle-ci possède 2 bouches. L'une se trouve au bas de son visage, comme la plupart des humains. L'autre en revanche se trouve derrière sa tête, cachée par sa longue chevelure noire. Cette seconde bouche semble être maléfique et dotée de mauvaises intentions. Celle-ci étant fortement vorace et quémandant de quoi manger en permanence, elle possède un appétit d'ogre, contrairement à la jeune femme affligée par cette condition. Selon les légendes, la jeune femme déjà tourmentée par cette malformation se voit harcelée et menacée par cette bouche surnaturelle, notamment lorsque cette dernière estime ne pas avoir assez mangé. Il est également dit que la bouche serait capable de pousser des cris stridents et de causer des blessures à sa propriétaire afin de la faire réagir. Beaucoup représentent les mèches de cheveux de la jeune femme comme étant de longs serpents noirs ou des tentacules capables d'apporter elles-mêmes le repas jusqu'à sa bouche, lui permettant ainsi de se nourrir comme et quand bon lui semble. En lisant ça, j'ai repensé au fait qu'Emiko avait les larmes aux yeux après que sa deuxième bouche ait mangé Eric. Tout devenait clair. Emiko devait trouver de quoi manger à la monstruosité qui se trouvait derrière sa tête si elle ne voulait pas se faire persécuter par celle-ci. Quand j'ai compris ça, plus que de la peur, c'est de la tristesse que j'ai éprouvée envers Emiko. Je comprenais parfaitement pourquoi elle faisait en sorte d'être aussi gentille et adorable. Elle devait essayer de se rattraper pour les horribles choses qu'elle devait faire pour le monstre qui habitait son corps. Et moralement, je ne me sentais pas de l'abandonner et de la laisser seule. J'étais sa seule amie et je l'adorais. Et puis après tout, si elle avait voulu me faire du mal, elle l'aurait fait depuis bien longtemps. En plus, elle semblait ne s'attaquer qu'aux hommes, même si à vrai dire, je ne savais pas si c'était uniquement le cas. En tout cas, maintenant je ne m'inquiète pas trop pour moi.
mais pour vous. Alors écoutez bien. Si vous croisez une magnifique jeune femme japonaise aux cheveux longs et épais, qui n'a pas beaucoup d'appétit, et qu'elle vous propose de venir chez elle, je vous conseille de répondre non, juste par précaution. Car malheureusement pour vous, vous ne remarquerez pas avant qu'il soit trop tard qu'il s'agit d'une Futakuchi Onna.